Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga. Habituellement, c'est dans deux types d'émissions, mais celle-ci est un peu spéciale. On s'est dit qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, on pouvait faire un petit top des nouveautés de ces derniers mois pour éventuellement vous donner quelques idées pour Noël. Ainsi, vous allez avoir le droit aujourd'hui à 6 coups de cœur, 2 par personne, et vous allez même pouvoir gagner ces mangas. On vous explique tout ça dans un instant et vous allez peut-être par exemple pouvoir gagner les coups de cœur d'Antonin. Mais pas que les miens, mais l'idée ça a été vraiment de vous présenter un patchwork de ce qu'on peut faire et de ce qui sort en manga. Pas que en AAA, pas que en shonen. Alors c'est parti pour cette série d'idées cadeaux manga et de nouveautés. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Antonin Lacombe. Il a été là pour faire Albator, le premier épisode d'Astro Boy. Le label Sensei, il sert à ça. J'ai envie de tourner la page, c'est un peu la même sensation qu'on a quand on lit Urasawa. Pour nous éclairer aujourd'hui, Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD comics et manga, notamment pour les magazines Manga Kids, Japan Live ou Japan Max. Salut Antonin. Salut tout le monde. Mathieu Adman, chef de produit marketing aux éditions Kana, est également avec nous. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Et enfin Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Hello, hello. Vous avez tous les trois choisi 2 mangas, 2 séries où l'on est au tome 1 ou un peu plus, Mathieu, 2 coups de cœur éditoriaux, 2 titres qui, selon vous aussi, n'ont pas toujours trouvé suffisamment le public qu'ils méritent. Alors voilà, on redonne un petit coup de pouce et mieux, ces mangas, on vous les offre. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de partager l'émission depuis votre application podcast favorite sur le réseau social de votre choix en taguant les éditions Kana et en donnant le nom de l'un des membres de l'équipe, celui qui vous a le plus donné envie avec ses choix. Ensuite, il y aura un tirage au sort pour désigner les gagnants. On vous donne tout de suite les choix de chacun. Stéphanie a sélectionné Rintaro, Ma vie en 24 images secondes et Scarecrow. Merci de voter pour moi. Merci. Mathieu a sélectionné The Danger in My Heart et Ichinose's Family's Deadly Sins. Et Antonin, de son côté, c'est Shinkirari derrière le rideau La Liberté et No Longer Allowed in Another World. Vous allez être surpris. Donc, à la fin de l'émission, vous allez que vous écoutez sur Spotify, par exemple, vous allez sur l'application Spotify, vous cliquez sur partager, puis ensuite vous cliquez sur le petit logo Instagram ou Twitter ou autre, peu importe. Et là, vous écrivez je veux la sélection de Stéphanie et vous taguez @édition_Kana_officiel. Voilà, vous cherchez le bon compte. Non mais en vrai, moi je suis variée, je suis shonen et je suis patrimoine. On commence avec toi Antonin et le premier de tes 2 coups de cœur, Not Allowed in Another World, l'histoire d'un écrivain célèbre qui se suicide mais qui renaît dans un autre monde pour son plus grand malheur. Alors effectivement, c'est un isekai. On a tous un petit peu saturé des isekai, mais là c'est particulier. C'est un isekai littéraire, et c'est surtout que c'est complètement déconnant. Voilà, l'idée c'était de faire un pied de nez complètement à cet univers-là, en reprenant en plus un très célèbre auteur japonais qui s'appelle Dazai Osamu. Vous n'êtes pas obligé de le connaître, c'est pas trop grave. Mais l'auteur a déjà une démarche un peu particulière parce que, un petit peu comme Baudelaire, il est complètement habité par un spleen et une mélancolie, donc il est assez porté sur le suicide. On se rappelle, le suicide au Japon, c'est pas exactement la même portée qu'en France. Il y a un côté un peu symbolique et c'est en même temps une façon de finir sa vie plutôt en beauté plutôt qu'en déchéance. Voilà, pour le faire très court. Voilà. Et en fait, c'est un auteur qui se retrouve c'est propre à sa vie. Il veut se suicider avec sa belle à ce moment-là et qu'en fait, il se retrouve complètement plongé dans un monde fantastique. On lui dit t'es là pour sauver le monde, il y a le super méchant vilain qui est là, il faut lui rabattre le caquet, il faut voilà, vraiment le pitch d'isekai classique. Est-ce que comme dans les isekai, du coup, il a des super pouvoirs? Il a un zéro, non. Il a un point de vie. Un point de vie. Il est empoisonné, hein. Voilà. Empoisonné quand même. Alors, en fait, c'est surtout que quand il arrive, il a dit qu'est-ce que je fous là? Je suis pas mort. Non, ah bon, je suis dans un monde pour sauver le rêve. Super. Ben, je me suicide. Voilà. En gros, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment un anti-héros. Voilà. C'est très drôle. Faut savoir que l'écrivain aussi, dans son travail, a un ton très sarcastique et très noir et autres. Et voilà. Et c'est ça qui est très drôle. C'est qu'en fait, il va complètement prendre le contre-pied. C'est-à-dire que là où il est attendu comme un héros, en fait, lui, il a qu'une envie, c'est d'en finir et surtout de rien faire. Voilà. Mais en même temps, ils sont allés un petit peu plus loin parce que le pitch aurait pu un petit peu se fermer. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, c'est un monde où on fait venir des gens malheureux, on leur donne un super pouvoir pour qu'ils nous aident à déguerpir, comment il s'appelle déjà en plus, c'est le roi haineux du mal. Donc déjà, c'est un peu une grosse caricature. Et il se passe qu'à la fin du premier tome, on apprend que un groupe de, justement,
de transférer, a déjà battu, vient de battre le grand méchant. Et en fait, ils se disent, au final, on est bien là, on avait une vie de merde sur Terre, et ben, on va rester là et on va faire de ce monde le nôtre. Et là, d'un coup, ça commence à ficher un petit peu le bazar. Mais du coup, c'est quoi son objectif alors? À lui? Alors, justement, ça qui est, justement, par rapport au titre, qui est un titre à rallonge, voilà, qui veut dire, vous n'êtes plus autorisé à vivre dans ce monde-là. En gros, ça veut dire que les habitants de ce monde se disent, ah ben non, maintenant, tous ceux qu'on a fait venir, ils ont un pet au casque, en plus, ils ont des pouvoirs supplémentaires, et c'est un petit peu la cour de récréation. Donc, on va les renvoyer chez eux. Et en fait, le personnage, il s'est appelé Sensei. Jamais il est nommé comme Dazai, mais c'est Dazai. En fait, il est là, lui, il va chercher dans le malheur de ces gens-là à les libérer un petit peu. Parce que c'est en même temps le cœur du travail littéraire de Dazai Osamu, de travailler vraiment sur l'origine du malheur des gens. En gros, c'est un peu ça. Et c'est très drôle parce que il est pas cheaté, et voilà, il a pas de pouvoir, il va pas tabasser, il va pas marave. De toute façon, il voyage lui enfermé dans un cercueil, il se fait traîner par les gens qui veulent bien le traîner. Voilà, c'est assez drôle. Et voilà. Et donc là, en gros, ça va être vraiment à chaque fois une espèce d'exorcisme intellectuel et on va dire psychologique de chaque personnage qui sont là dans ce monde-là parce qu'ils étaient pas bien dans leur vie. Voilà. Et d'un coup, ils vont être renvoyés avec un petit côté bonus en sachant que ils ont un petit peu pas mis fin à leurs problématiques, mais bon. Mais est-ce qu'on est sur un isekai décalé ou sur une parodie d'isekai? Ah, c'est les deux, quoi. Ah, c'est vraiment barré. Non, mais voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que lui a plein d'humour, un humour très noir, très sarcastique, parce qu'il s'en fiche un petit peu de tout, quoi, voilà. Les gens qui sont autour, qui sont un petit peu les PNJ qui sont là pour essayer de l'aider, lui disent, eh ben non, mais mince, c'est pas possible, il est quand même, mais en même temps, il est attachant, mais en même temps, mais puis il va leur rendre service, en fait, puisqu'il va renvoyer un peu tous ces transférés tordus, il va les renvoyer un petit peu, voilà. Et j'avoue que c'est très bien dessiné, c'est très fin. Le fait, justement, d'avoir utilisé ce personnage-là et cet artiste-là, c'est vraiment très original. Allez lire un petit peu La déchéance de l'homme, ou allez lire, si vous êtes curieux, allez regarder, mais juste le fait, vous n'êtes pas obligé de connaître l'artiste, mais c'est très drôle d'avoir justement utilisé ce pan de la culture japonaise pour faire un récit assez humoristique dans un cadre hyper codé et hyper saturé qu'est l'isekai. Moi, j'avoue, je vote pour toi pour recevoir le manga. Tu donnes très envie de le relire. C'est drôle, franchement. C'est un peu dur de passer après toi, du coup, mais ça va. No Longer Allowed in Another World, c'est signé Takahiro Wakamatsu et Hiroshi Noda. C'est déjà 4 tomes disponibles et le 5e est sorti il y a quelques jours. La suite de cette émission, c'est avec Ichinose Families Delicins. C'est avec toi, Mathieu. Exactement. Moi, et ce manga qui raconte l'histoire d'une famille qui se réveille totalement amnésique suite à un accident de la route, mais ce qu'ils découvrent dans leur vie ne semble pas du tout leur convenir. Exactement. Moi, Antonin m'a dit, Mathieu, il faut que tu trouves une nouveauté du catalogue Kana, un peu pépite, pas trop connu, donc j'ai pris une série du Weekly Shonen Jump, comme ça au moins voilà, on est bien. Et dont on a fait un podcast en avril. Complet, bien sûr, mais il faut toujours en reparler parce que c'était vraiment mon gros coup de cœur. Donc déjà, on va rappeler que c'est par Tensei 5, donc l'auteur du péché original de Takopi, qui avait été un gros buzz et qui avait été un petit carton à l'époque. Pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, déjà, vous êtes sur une série courte, c'est fini en 6 tomes, donc vous n'allez pas partir sur une série à rallonge. C'est une série qui va vous faire passer par toutes les émotions, donc ça vous fait réfléchir parce que vous allez avoir des cliffhangers, mais vraiment à chaque chapitre, à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans l'accident, pourquoi on est dans une boucle temporelle, quels sont les membres de la famille qui disparaissent, puis qui réapparaissent, puis en fait quand ils réapparaissent, c'est pas ceux que vous avez au début. Ça va vous faire rire, ça va vous faire sourire, ça va vous faire pleurer. Vraiment, c'est assez extraordinaire et c'est un petit concentré d'émotions en 6 tomes qui sont vraiment cool. Le style graphique de Tazen 5 est assez particulier. On n'est pas du tout dans les codes du manga qu'on peut voir. Il dessine bien. Ouais, il dessine très bien, mais je pense aussi que c'est ça qui a un peu rebuté pas mal de personnes, c'est que le style est assez particulier, il est assez atypique. Donc forcément, quand on a l'habitude de lire un peu alors je vais appeler ça du très générique de manga, ça veut pas dire que c'est moche, mais c'est vraiment ce à quoi on s'attend de voir quand on lit du manga. Là, on n'est pas du tout dans ça. Donc forcément, quand c'est en plus dans un magazine aussi connu que le Weekly Shonen Jump, ça se démarque assez facilement. Mais pour moi, vraiment, le point fort, c'est le scénario. C'est vraiment le fait de lire une série et de se dire je sais pas où ça va, je sais pas où il m'emmène, mais pour le moment en tout cas il m'embarque et j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de tourner la page. C'est un peu la même sensation qu'on a quand on lit Urasawa, cette espèce de page turner où en fait il faut que je lise la suite parce que là, si ça se trouve je vais être très déçu, si ça se trouve en fait il va totalement m'avoir et ça va être incroyable le dénouement qu'il a fait. Donc évidemment je vais pas spoiler la fin, mais c'est vraiment cette sensation qui vous prend aux tripes et qui fait que vous lâchez pas du tout la lecture. Et donc tu peux dire que c'est une bonne fin?
Je peux dire que c'est une bonne fin, ouais, effectivement. C'est une fin qui donne fin, mais... Mais surtout, avant d'arriver à la fin, il faut déjà lire le tome 2. Parce qu'en fait, si tu carrément. ne lis que le tome 1, tu ne peux pas du tout imaginer comprendre quoi que ce soit dans ce manga. C'est ça, c'est vraiment au tome 2 où on a l'élément différenciant qui apparaît et qui met en place en fait toute l'intrigue, donc qui est la fameuse boucle temporelle. Si vous vous arrêtez au tome 1, vous vous dites, surtout si vous avez lu ta copie avant, bon, il maîtrise un sujet, c'est moins glauque que ta copie quand même. C'est moins glauque. Alors c'est moins glauque que ta copie parce que ta copie c'est assez trash et ça va. Mais c'est pas le sujet. Il y va franco. Par contre, il traite quand même de sujets qui restent assez ardos. On avait parlé dans le podcast justement. C'est attention, voilà, forcément, il va traiter de sujets qui sont assez compliqués, Alzheimer, le harcèlement, etc., etc. On n'est pas, vous allez pas forcément rire à chaque page. Par contre, c'est vraiment assez bien fait. Je trouve que le ton est assez juste et toujours avec cette narration derrière qui, comme je disais, va vous emmener et vous donner envie d'en découvrir beaucoup plus sur la série. Donc je peux que vous conseiller de commencer et de lire Ichinose Family. Je le rappelle, en plus c'est que 6 tomes, donc franchement c'est pas, si vous avez envie de commencer une série, vous savez pas vers quoi vous tournez, c'est quand même l'avantage de vous embarquez pas pour 30 tomes ou plus. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je dirais même que pour Noël, c'est un cadeau un peu sûr. Les deux premiers tomes. Même les 6, n'hésitez pas. Mais ils sont pas sortis. Il y en a 4, mais prenez les 4 premiers, franchement on est bien. Alors, les 2 premiers sont un des meilleurs lancements de série de l'année. Vous faites des cadeaux chers, vous, chez vous, à Noël? On aime notre famille. Attends la prochaine série. The Ichinose Family's Deadly Sins, donc effectivement de Taisen 5, 4 tomes sont aujourd'hui disponibles. Pour gagner les mangas dont on parle ici dans cette émission, il vous suffit de partager le programme, le podcast depuis votre application podcast favorite sur le réseau social de votre choix en taguant les éditions Kana et en donnant le nom de l'un des membres de l'équipe, celui qui vous a le plus donné envie avec ses choix. Puis un tirage au sort sélectionnera les gagnants. Je vous rappelle les choix de chacun. Stéphanie a sélectionné Rintaro Mavi en 24 images secondes et Scarecrow. Elle en a pas encore parlé, ça arrive. Mathieu a sélectionné The Danger in My Heart, il va en parler dans quelques secondes, et Ichinose Family's Deadly Sins. Et Antonin de son côté, c'est Shinkirari. Et derrière le rideau, la liberté. Et no longer allowed in another world. Voilà, vous savez tout pour comment gagner ces mangas. Mathieu, The Danger in My Heart, une romance à l'école entre deux personnages que tout oppose, mais alors vraiment tout. Grosse crise d'adolescence, hein. Ouais. Et déjà, point vote, apparemment, je viens de gagner la Pennsylvanie, donc ça c'est bon, je suis en avance, et ça fait plaisir. Et The Danger in My Heart, alors je suis un énorme fan de romance, donc forcément, j'étais très curieux de découvrir la série, et finalement, quoi de plus beau que l'amour à part l'Olympique de Marseille? Pas grand chose. Et The Danger in My Heart. Le meurtre. Oui, aussi. Le gros point fort pour moi, en fait, c'est que c'est réaliste et au niveau des émotions, ça décrit super bien ce qui peut se passer à l'adolescence et comment une vraie romance peut naître entre deux personnes que finalement tout oppose. Oui, parce que ce qu'on dit pas là dans le pitch, c'est que l'un veut tuer l'autre. Au début, en fait, l'un est obsédé par l'autre, il sait pas vraiment pourquoi, donc ça va se transformer, on va dire, en espèce d'intention meurtrière parce qu'il est là en se disant elle prend toute l'attention alors que, finalement, il se rend compte qu'il est assez misérable lui et qu'il n'arrive pas vraiment à évoluer et donc il envie la personne et il va se rendre compte quand même assez rapidement que c'est de l'amour et cet aspect rapide déjà est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pas rester sur un mec creepy pendant 4 tomes où on se dit c'est un peu lourd parce que c'est vrai que les premiers chapitres vraiment on se dit bon le mec il a quand même pas grand chose pour lui et en fait il va être capable de faire son introspection et de voir au travers ses camarades de classe qui sont aussi des gros lourdeaux parce que adolescents donc collège. Ouais, exactement, donc quand vous êtes au collège désolé si vous nous écoutez vous étiez sûrement des gros lourdeaux et j'étais un gros lourdeau et grâce à ça en fait c'est ça qui va lui permettre d'évoluer, c'est ça aussi qui va permettre à la fille d'évoluer et la relation qui va naître entre les deux est vraiment pour le coup je le répète mais assez réaliste dans la description des sentiments et de comment quand t'es ado tu peux prendre conscience des choses et te dire que non en fait je faisais ça mais finalement c'est pas assez juste et c'est pas très bien et c'est pas comme ça que la personne devrait le ressentir donc je vais m'arrêter et du coup ça a été vraiment une grosse surprise d'autant plus que vraiment j'avais pas accroché sur les premiers chapitres et j'avais même eu très peur parce que j'avais 2-3 scènes où je m'étais dit c'est pas très subtil, il y a dans le tome 1 il y a 2-3 passages où vraiment j'étais en mode waouh, va quand même falloir s'accrocher pour aller au bout et en fait au bout sur le tome 2, sur le tome 3 quand vraiment on a passé une étape et quand le personnage principal commence vraiment à se remettre en question et à évoluer et que finalement la romance avance
Ben là, c'est le fan de romance en moi qui a pris la suite et je me suis dit, en fait, c'est vachement bien, c'est vachement cool. L'évolution des personnages arrive assez vite, que ça soit sur lui ou sur elle. Et c'est super intéressant à suivre. Ouais, c'est ma question sur ce genre de manga, parce qu'on en voit plusieurs popper depuis quelques années. C'est des petites histoires dans la salle de classe, dans l'école, où il y a vraiment une sorte de fil rouge et une romance qui une cassette VHS, un truc qui se construit au fur et à mesure. Non, t'as vraiment un fil rouge. Alors c'est construit en petites histoires par chapitre, mais t'as quand même derrière tout un fil rouge sur l'évolution de la situation. Donc au début, évidemment, sur la réalisation des sentiments du héros, avant qu'il comprenne que bon ben en fait oui il est plus là pour la tuer, en fait il est là pour la protéger, et après en fait il est là pour l'aimer. Et vous allez suivre justement comment ces deux personnages vont commencer aussi par s'accepter eux-mêmes, parce que le héros va devoir accepter le fait que oui c'est possible en fait que la fille tombe amoureuse de lui, alors que c'est la madone du lycée et que lui c'est juste le petit geekos en fait entre guillemets qu'elle a et que personne ne regarde et ne calcule. Donc tu vas vraiment avoir toute une évolution qui va être en fil rouge et qui va être des activités entre eux, ils vont se côtoyer, tu vas avoir des dates, il va l'accompagner, etc. etc. C'est pas juste quelques histoires par là et d'un coup bam ils sortent ensemble et tu sais pas ce qui s'est passé. T'as une vraie évolution en fait que tu vas suivre tout au long de la série et qui est ultra bien faite et ultra bien écrite. Et sur des romances, c'est vrai que je citerai pas d'autres mangas que je lisais en parallèle, mais t'en as vraiment où tu stagnes un peu et bon. Il met combien de temps à lui prendre la main? J'ai pas la case. Non, mais c'est 6 tomes, 9 tomes, parce que. Non, il rencontre le père assez vite, si tu veux tout savoir. Okay. Et tu disais quoi? C'était une blague ou tu voulais le comparer à Video Girl High? En romance, c'est un peu la base, quoi. C'est 50 tomes, non, Video Girl High? Arrête-toi, 22 tomes. Ouais. Et si tu comptes Video Girl Laine en plus, quoi. Je pense qu'il pense à Oh My Goddess. Ah non, mais non. Tu veux parler à Is, si tu veux, d'accord. Voilà. C'est encore moins de tomes, Ice. Ouais. Mais par contre, on comptera. Question Maxime, juste, est-ce que tu vas continuer l'émission maintenant que j'ai présenté mes 2 titres? Oui. J'en ai pas encore dit un seul. J'ai un peu la pression, mais. Alors c'était un bon choix quand même. On a demandé à recompter la Géorgie, Mathieu, donc pour l'instant, tu n'y es pas encore. Rien n'est joué. Stop the count. The Danger in My Heart. Le tome 9 sort au mois de décembre et c'est signé Norio Sakurai. La suite de cette émission avec le secret de Scarecrow. Les Scarecrows, c'est des êtres à l'allure d'épouvantail qui peuvent aider ce monde, le monde de ce manga, à sortir de l'emprise des crocs, des monstres, crocs C-R-O-W, des monstres aux allures de corbeaux géants. Donc Scarecrow épouvantail, croc corbeau, vous avez compris. C'est ça le manga Scarecrow, mais ce n'est pas que ça non plus. Exactement. Et donc là, on est sur une création allemande. Jean Zarbo, c'est une autrice suisse-allemande. Et donc on a pris ce livre qui en est à 8 tomes, je crois, déjà en Allemagne. Donc c'est un gros carton. Et en fait, on est dans un monde où il y a de la magie. En fait, il s'est passé une grosse période où justement les crocs étaient vraiment terrifiaient toute la population et les Scarecrows étaient là pour les protéger. Et là, on est dans un monde où Engel, qui est donc la fille d'un royaume qui est un peu protégée dans une bulle, etc., qui, elle, cherche la vérité sur les Scarecrows parce qu'ils n'existent plus depuis très longtemps. Elle sait qu'ils ont existé, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun écrit, donc elle cherche. Et là, elle tombe sur un livre où il y a le symbole des Scarecrows dessus, et donc elle se dit, ils ont existé. Bon, par contre, je pige rien au bouquin, il faut que j'aille trouver un linguiste pour qu'elle m'aide à trouver et à déchiffrer. Et en partant, donc elle sort du royaume. Déjà, elle sort du royaume qui a une bulle protectrice, donc on se dit, alors qu'elle n'a pas le droit, elle n'est pas censée pouvoir, même elle se dit, oh mince, il doit y avoir une faille, je le dirai à papa le roi quand je rentrerai. Et donc elle va dans la ville et on est dans un monde où en fait il y a à la fois des humains et à la fois des bêtes, et du coup il y a une grosse ségrégation des bêtes qui à un moment ont été contre une guerre il y a très très longtemps contre les humains, et donc ils sont un petit peu mis de côté en paria et tout ça, même si le roi, lui, il y a plusieurs rois dans ce monde-là, ce roi-là, forcément c'est un roi sympa et il aime bien les bêtes, etc. Mais il y a quand même une sorte de défiance envers les humains. Et donc tous les bêtes, ils ont des masques parce qu'en fait ils savent que les crocs continuent de rôder autour, ouais. Et ils savent que s'ils croisent le regard des crocs, en fait les crocs prennent possession de leur corps et en fait les hantent et leur font faire des choses horribles, affreuses, et après en fait il y a de la démence et en fait ils meurent, etc. Donc tout le monde se protège et tout, et donc elle débarque en ville totalement comme si de rien n'était, à la recherche de ça, et très vite elle tombe sur un jeune homme, un jeune chien, en fait un homme chien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, parce que c'était un chien. Et donc du coup, il n'y a rien d'autre. J'ai un chien que j'aime beaucoup, pardon. Et donc du coup, Ren l'emmène sur une sorte de cimetière où il n'y a que des crocs, et au milieu, il y a un épouvantail avec
ce qui pense être un scarecrow. Et elle est là, mon Dieu, elle a jamais vu ça et tout ça. Et en fait, elle avance un peu terrifiée parce que quand même, on est dans un cimetière rempli de bestioles. Vraiment, il y en a une centaine éparpillées. Et en arrivant, en fait, ils sentent tous une aura derrière, vraiment noire et vraiment mauvaise, qui arrive et il y a un Cross qui arrive. Comme de par hasard, elle pose sa main à un moment sur le Scarecrow et il y a de l'énergie parce qu'on est bien d'accord qu'elle a su sortir du royaume, pas par hasard. Elle a en elle quelque chose qui a déclenché la survie du Scarecrow qui s'est réanimé. Il y a quelques ingrédients aussi assez sympas, notamment... Je suis très longue à raconter un élément, non, justement, un élément visuel qui est super marrant. Je voulais juste savoir si c'était bien ou si t'allais nous raconter tout le tome en fait. Mais non, mais j'en suis à peine au chapitre 1, même pas. Mais non. On parle de ces masques aussi, de ces masques pour ne pas subir les attaques des crows. Oui. Visuellement, ouais, ça envoie. Ouais. Ah non, mais c'est beau, mais graphiquement, c'est très beau. Elle a un style qui est vraiment à elle. Et donc, juste, je dis que le Scarecrow se réveille. Et là, ils vont découvrir qu'ils ont une quête commune pour savoir quel est le passé des Scarecrows et qu'est-ce qui s'est passé avant leur extinction. C'est trop bien. Là, on dirait que j'ai tout raconté, mais pas du tout. Le dessin est vraiment bien. Hein. Sur le dessin, c'est grosse vibe solitaire. Hein. Moi, c'est le premier truc auquel ça m'a fait penser. Silence. Silence, ouais, aussi. Ah ouais. Ouais. Dans le côté monstre et dans le côté... et puis même sur les thèmes... ouais. Elle avait peut-être pas encore lu Silence au moment où elle a commencé Scarecrow. Je pense pas. Mais voilà, le dessin se tient vachement, c'est très beau. Moi, je trouve qu'il y a un petit air Marie Grave aussi. Enfin, c'est un univers qui est vraiment, vraiment chouette. Et du coup, juste pour info, on en a parlé à une émission dernière. Manga Isho, qui est donc un magazine de prépublication européenne. Là, le premier tome qui sortira en mars prochain, la couverture sera de Jin Zarbot, où on sera sur un personnage de l'univers de Scarecrow, qui sera un préquel à l'histoire. Donc vraiment, c'est un univers qui est vraiment foisonnant et qui est chouette à lire, quoi. Le tome 2 sort là, en même temps que la sortie de cette émission, Le secret de Scarecrow, signé Jin Zarbot. Pour gagner les mangas dont on parle ici, il vous suffit de partager l'émission depuis votre application podcast favorite sur le réseau social de votre choix. On vous laisse vraiment tous les choix là. Il faut juste taguer les éditions Kana, parce que sinon on ne sait pas que vous avez partagé l'émission, en donnant aussi bien évidemment le nom de l'un des membres de l'équipe. Vous donnez le nom de celui qui vous a le plus donné envie avec ses choix et un tirage au sort désignera les gagnants par la suite. Un seul thé pour Mathieu, s'il vous plaît. Merci. Mathieu avec un thé. Mathieu, il a sélectionné The Danger in My Heart et Ichinose Family's Deadly Sins. Stéphanie, elle, de son côté, a sélectionné Le secret de Scarecrow et Rintaro Mavi en 24 images secondes. Et Antonin, lui, a choisi Shinkirari derrière le rideau, La liberté et No Longer Alone in Another World. Shinkirari, justement, derrière le rideau, La liberté, Antonin, un récit poignant sur le quotidien d'une femme au Japon dans les années 80 ? Eh ben, je dirais que c'est vraiment le label Sensei, voilà, il sert à ça. C'est-à-dire que il va vous présenter des choses que vous n'allez pas lire spontanément, qui sont vraiment des œuvres assez clés et fondatrices du manga au Japon. Shinkirari, c'est sorti dans les années 80. C'est une autrice qui s'appelle Murasaki Yamada, qui est quelqu'un de très très connu au Japon et assez inconnu ici, et qui a un parcours vraiment artistique passionnant. Là, elle va vous raconter juste sa vie de desperate housewife japonaise, femme au foyer, qui a dû mettre complètement sous cloche sa carrière, son élan artistique pour s'occuper de ses deux filles. Voilà. Elle est comme une bonne femme japonaise de 1980. Vous allez voir qu'on n'a pas l'impression que ça ait tant changé que ça non plus, en 43 ans. Que justement, elle se tue à la tâche. En gros, elle s'aliène un petit peu mentalement à s'occuper de ses enfants et à se bloquer de faire tout le reste. Voilà. Son mari et les scènes avec son mari sont juste horripilantes, voilà, où il est là en mode tu peux me faire du thé s'il te plaît et me passer le coupe-ongle, voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est assez impressionnant de voir dans cette espèce de désert intellectuel et mental comment est-ce qu'elle, à travers en même temps sa relation avec ses filles, comment elle va arriver à se reconstruire, trouver ses limites. Ouais, parce que c'est quoi les sentiments à la lecture? C'est tu te dis elle se rebelle. Non mais c'est elle monte l'état de fait pour se dire où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fous là, et c'est voilà et non, je n'accepte pas. Voilà. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, elle va justement s'exprimer autant artistiquement par ce manga
Et après, par ça, ce qu'elle va faire, dans l'histoire du manga, elle va même trouver un moment, une façon de s'exprimer en faisant des poupées et en faisant des costumes et autres. Et c'est juste pour se dire qu'elle a besoin d'autre chose et que sa vie ne se résume pas simplement à faire les courses et aller chercher ses filles à l'école. Et ce qui est passionnant dans cette édition, indépendamment de ce récit qui est fondateur, vous avez un dossier de 30 pages à la fin. 30 pages, hein. C'est pas, on n'a pas 3-4 pages, hein, vraiment, qui est réalisé par un très grand spécialiste américain qui a traduit Murasaki Yamada aux États-Unis, qui s'appelle Ryan Holmberg, et vraiment, il va vous raconter toute la fondation du shoujo manga et de la création de la du manga indépendant féminin. Voilà. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ça vous donne toute une dimension de ce qui s'est passé à ce moment-là dans les années 70, ce qui s'est passé après dans le courant des années 80 et tout ce qui est... Ah, effectivement, si vous avez pu un petit peu lire Moto Hagio et autres, c'est assez génial, mais là, c'est quelque chose de beaucoup moins fantastique. C'est vraiment réaliste, c'est vraiment cette veine-là. Et c'est... par la simplicité du récit, mais la force de ce qu'elle transporte, vraiment, j'ai trouvé que c'était excessivement bien pensé. Et pour cette collection Sensei, je trouve que c'est vraiment ces pépites-là qu'on a envie d'aller chercher. Shinkirari, qui est un manga en plus qui avait à l'époque été publié dans le très célèbre magazine Garo. Oui. Voilà. Qui est quand même un gage de qualité assez conséquent. Sachant qu'il y avait quasiment pas beaucoup de femmes dans Garo, il y a justement une des premières à être dedans, à être régulièrement dedans et autres, malgré ce magazine qui se voulait être libertaire, nouveau et ouvert et autres, ça résume aussi et ça montre bien la mentalité japonaise de l'époque aussi. Quoi qu'en France on n'avait pas beaucoup mieux, hein, on va pas se mentir. Mais là c'était justement, elle traitait vraiment du rôle de la femme et de la place de la femme dans la société et comment sortir de ce carcan-là. Shinkirari, derrière le rideau, la liberté, Murasaki Yamada, c'est un seul tome, mais c'est près de 400 pages et c'est sorti... Ça se lit bien, ça se lit vite. Vraiment, il y a une double lecture. Hein. Il y a le manga en question et le dossier qui, lui, peut vous prendre à peu près plusieurs heures. Là, on change de format, mais on est toujours sur un format assez surprenant puisqu'on est sur un format bande dessinée avec Rintaro, ma vie en 24 images par seconde, récit autobiographique de l'un des maîtres de l'animation. Exactement. Et donc là, je pense que c'est le cadeau à mettre entre toutes les mains des personnes qui aiment l'animation japonaise, aiment le manga de près ou de loin et ne savent pas par où commencer parce que là c'est une vraie bible, c'est vraiment très pédagogique sur l'histoire de l'animation japonaise, comment ça s'est fait et tout au travers d'un homme. Rintaro, il est né en 1941 et donc du coup dans les années 2020 il s'est dit, même un petit peu avant, je voudrais faire une bande dessinée qui raconte mon histoire et voilà, donc il se lance dans ce projet titanesque et assez... très, très puissant en émotion, hein, parce qu'il nous l'a redit, écrire ça a été vraiment re-raconter toute son enfance avec des traumatismes qu'il a pu avoir avec sa maman, l'histoire, la guerre, etc. Et du coup, comment il arrive il a été vraiment présent dans toutes les grandes étapes de l'animation, que ce soit le Serpent Blanc en 1951, il a été là pour faire Albator, le premier épisode d'Astro Boy, et voilà, il a fait tellement de grands pas et on voit à travers lui toute l'histoire de l'animation japonaise, le travail immense, conséquent, des gens qui vivent pour travailler, qui vivent là où ils travaillent jour et nuit, les rencontres qu'il a faites et qui ont été déterminantes dans sa vie. Encore aujourd'hui, quand il est venu au festival d'Angoulême en début d'année, en janvier 2024, il est venu avec Maruyama, qui est autre que le producteur, directeur de MAPPA, et donc c'est là où vraiment ils ont fait une rencontre qui était plus que professionnelle, c'est vraiment devenu des amis et et ils ont réussi à créer l'animation japonaise, là où on était un petit peu en décalage en France, ils ont vraiment réussi à faire les premiers 24 images par seconde de l'époque et à faire quelque chose d'incroyable. Donc en fait, à travers lui, à travers une histoire qui est belle, parce que du coup, c'est énormément de sacrifices, c'est beaucoup beaucoup d'émotions, beaucoup de travail et de résolution et de volonté. Comment il arrive à faire ça et aujourd'hui être un homme totalement accessible, d'une humilité incroyable et passionnant. Il a bossé quand même, on se rappelle, avec Tezuka à ses à ses débuts. Son meilleur pote, c'est Otomo. Ça, c'est ouf. Hein. Voilà, juste ça. Son meilleur pote, c'est Otomo. C'est incroyable. Et il est d'une gentillesse. On peut lui parler. T'as pas cité le Roi Léo et puis Metropolis. Ça, c'est la naissance de l'industrie. En fait, c'est ça, c'est vraiment avec lui, il y a tout, quoi. Voilà, et qui est un enfant de la guerre, qui a trouvé une façon de s'évader en allant au cinéma, a été passionné par cet univers entre guillemets d'images animées et qui a fait de sa passion le fait de se dire ok, ce sera ça. Voilà.
Stéphanie l'a dit, c'était rigolo à Angoulême quand il était là et qu'il était avec Maruyama et que nous on vendait en tant que libraire, tu vois, sur le stand aux gens. C'était des gamins qui étaient en train de kiffer sur l'anime de Jujutsu Kaisen. Et tu leur dis, en fait, le mec a créé Mappa, il est juste là. Les gars, ils étaient là en mode, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est vraiment assez incroyable. Et il a choisi de faire ça en bande dessinée, format européenne. Ouais. Exactement. 250 vraiment... pages malgré tout. Ouais, c'était très important pour lui de faire un sens de lecture occidental pour vraiment raconter son histoire. Il voulait que ce soit dans ce sens parce qu'il a toujours été aussi fasciné par la bande dessinée. En fait, quand il allait au cinéma, quand il était petit, c'était le cinéma italien qu'il a vraiment porté et le cinéma français. Donc il voulait aussi rendre hommage comme ça. Et cet attrait pour la bande dessinée franco-belge, il y a pas mal d'auteurs quand même japonais qui l'ont en mode c'est noble, c'est vraiment l'art. Comme eux, ils sont vraiment dans une industrie sur le manga. Ils voient la bande dessinée franco-belge vraiment comme le truc artistique ultime et tous avec la même référence. On compte sur vous. Voilà. Contactez-les, dites-leur, allez-y, faites des BD, on est d'accord. On est sur les dossiers, quoi. Ma vie en 24 images par seconde, Rintaro, écrit, dessiné par Rintaro, traduit par Shoko Takahashi. Pour gagner les mangas dont on a parlé dans cette émission, il vous suffit juste de partager l'émission depuis votre application podcast favorite. Vous allez dans votre application podcast, hop, vous allez vous cliquez sur partager. C'est le petit logo indescriptible, celui de le logo partage, vous le connaissez. Puis ensuite, vous allez sur le réseau social de votre choix et vous taguez les éditions Kana en donnant le nom de l'un des membres de l'équipe. Celui qui vous a le plus donné envie avec ses choix. Et ensuite, un tirage au sort désignera les gagnants. Stéphanie a donc sélectionné Rintaro Ma vie en 24 images secondes et Le secret de Scarecrow. Mathieu, avec un seul T, a sélectionné The Danger in My Heart et Ichinose Family's Deadly Sins. Allez-y fort. You're fired. Et Antonin, pour lui, c'est Shinkirari derrière le rideau La Liberté, No Longer Allowed in Another World. On pourrait parler de Black Butler aussi, mais c'est pas ce soir. C'est pas dans ta sélection. Voilà, maintenant c'est la fin de l'émission, donc vous pouvez y aller. Partagez et bonne chance à tous. Ces mangas en attendant sont disponibles partout en librairie. Certains ont déjà plusieurs tomes, d'autres non. Et voilà, c'est cette émission presque un petit point à cette seconde saison de Kana en aparté. On va se retrouver sur la fin d'année avec une série de 3 émissions, 2,5 consacrées à Death Note et à ce grand monsieur qu'est Takeshi Obata. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci pour votre écoute. Puis n'oubliez pas un petit commentaire en plus du partage pour gagner les mangas. Bonne chance à tous. Petite note, petite étoile. Et merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Ciao. Votez Mathieu. Salut.